La série commence avec un homme expliquant qu'un mercenaire qui ne meurt pas est considéré comme de troisième ordre. La raison pour laquelle ils sont grassement payés est qu'ils sont prêts à mourir pour leur maître. Même s'il doit écouter les conneries de ses employeurs tous les jours, il ne peut rien y faire, car c'est la vie d'un mercenaire, après tout. Nous l'entendons dire que tous les nobles sont les mêmes. Quand ils sont dans le besoin, ils offrent des terres et font de grandes demandes, agissant comme s'il allait même leur accorder des titres. Mais à la fin, ils changent tous de discours comme par enchantement. Débitant toutes sortes de conneries créatives, ils se tournent vers un homme, disant que ce qu'il vient de dire remporte la palme de la plus grosse merde qu'il ait jamais entendue, mais qu'il a sûrement mal entendu. Alors que nous voyons un homme debout en face de lui, il l'appelle le commandant en chef. Il dit qu'il ne l'a pas mal entendu, car il vient de lui ordonner de mourir. Le mercenaire demande au commandant s'il a oublié qui il est. Le commandant répond que non. Il est Jake, capitaine des mercenaires du Croc. Jake rit, disant que pour qu'il dise cela tout en sachant qui il ne savait pas qu'il avait un tel sens de l'humour, car sinon il n'aurait jamais ordonné à un mercenaire minable de se battre et de mourir avec l'honneur d'un noble chevalier. Le commandant y réfléchit et dit qu'il pense s'être emballé, et il s'excuse s'il lui a donné une fausse impression. Jake demande ce qu'il veut dire, alors que le commandant dit qu'il voulait lui confier une dernière mission, car il sait que leurs défaites répétées ont pratiquement scellé leur destin. Et maintenant, les lames des rebelles sont à la gorge de la famille Crawford, les gardiens de cette terre depuis des générations. Et la prise de conscience qu'il n'y avait plus d'échappatoire la fait divaguer. Jake demande si c'est vraiment tout, disant qu'il comprend parfaitement, vu la situation dans laquelle il se trouve, et qu'il semble qu'il soit enfin temps pour lui de se tirer. Si un homme doté du plus grand talent de l'Empire est acculé comme ça veut tout dire. Et c'est dommage, car ce type était un noble vraiment respectable, mais une dernière mission au milieu de ce pétrin. Il doit essayer de lui faire sécuriser une voie de retraite, mais il suppose qu'il peut considérer ça comme une dernière corvée avant de toucher sa paix finale. Le commandant lui dit que la mission est simple. Les rebelles lanceront une offensive générale demain, alors il doit se tenir à ses côtés et les retenir un petit moment, juste jusqu'à ce que son seigneur se soit échappé en toute sécurité. Mais il ne sait pas si c'est seulement possible. Quoi qu'il en soit, il doit le faire jusqu'à sa mort, et il réglera la note avec ceci, car une gemme de cette taille couvre 3 ans de frais de fonctionnement de tout son corps de mercenaire. Jake la fait tomber de sa main d'une claque, et le commandant lui demande ce qu'il fait. Jake dit que c'est à lui de poser la question, se demandant s'il l'a vraiment pris pour un idiot juste parce qu'il sourit tout le temps. Ses ordres reviennent essentiellement à dire à son groupe de devenir des boucliers humains. Même s'ils se joignent au combat, il ne tiendrait qu'un instant, et il veut les jeter en pâture juste pour faire gagner à son maître quelques secondes de plus pour s'enfuir. Et soit. Disons qu'ils ont tenu bon, et après? Ces salauds ne les laisseront pas partir comme ça. Ils les crucifieraient et feraient un exemple de ceux qu'ils capturent vivants. Le commandant lui dit qu'ils sont des mercenaires, pas des chevaliers. L'ennemi le sait aussi, donc une fois qu'il sera mort, ils ne prendront pas la peine de les poursuivre. Jake est un dur à cuire, disant que c'est comme ça que ça se passe habituellement dans ce métier, mais il connaît la vérité tout aussi bien que lui. Pour ces types, son groupe de mercenaires est un ennemi juré qu'ils veulent démembrer. Alors qu'on a un flashback du groupe d'ennemis attaquant leur base, il repère un soldat qui tousse contre un arbre. Le commandant de ce groupe ordonne à ses hommes d'aller voir, et quand l'un d'eux le fait, il se fait poignarder à la gorge. Horrifié par la trahison, il réalise rapidement que ce n'est pas ce qui se passe. C'est un piège, et il a été tendu par les mercenaires du Croc. Le commandant les traite de salauds, demandant s'il oserait vraiment se déguiser en soldat mort, disant qu'ils n'ont aucun honneur. Bien sûr, Jake lui coupe la tête, et quand elle roule sur le sol, il se retourne vers eux car le type a raison. Ils n'ont pas d'honneur. Ils ne sont pas des chevaliers. Jake continue d'expliquer à son commandant qu'il a tranché la gorge d'innombrables autres commandants ennemis. Et comme il le sait, c'est la seule raison pour laquelle il a survécu jusqu'à présent. En ce moment, ces salauds meurent d'envie de les déchiqueter avant même d'atteindre son seigneur. Jake le réalise alors, disant qu'il a dû déjà en tenir compte, et c'est pourquoi il a l'intention de leur faire attirer l'attention des ennemis. Le commandant dit qu'il espère simplement qu'il accomplira sa mission. S'il ne le faisait pas, il n'aurait d'autre choix que de l'abattre et de prendre lui-même le commandement des mercenaires du Croc. Alors qu'il saisit sa lame, Jake prend rapidement ses distances, disant qu'il pensait qu'il était un peu différent des autres nobles, mais il s'avère que c'est le pire de tous les connards. Le commandant dit qu'il est sincèrement désolé, mais Jake lui dit de ne pas l'être. En fait, ça tombe parfaitement bien, car prendre la tête d'un salaud comme lui et l'offrir au type qui campe là-bas ne lui laissera pas un goût amer dans la bouche. Le commandant lui demande s'il a l'intention d'offrir sa tête aux rebelles et de supplier pour leur vie. Jake répond que oui. Il n'aimerait rien de plus que de la leur donner et de filer, mais il a déjà pris des dispositions pour les retenir ici. Dans ce cas, en tant que leur capitaine, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir jusqu'à la toute fin. Même ces salauds de rebelles devraient être satisfaits avec 2 têtes de niveau commandant, et laisser le reste de ses hommes partir librement. Le commandant lui demande s'il offre vraiment sa propre tête juste pour sauver ses subordonnés. Jake répond que bien sûr, il le fait. Il les a entraînés ici sur son propre caprice égoïste,
et a promis de leur montrer qu'ils pouvaient réaliser leurs rêves, même en partant de rien. Ils lui ont fait assez confiance pour le suivre jusqu'ici, alors il demande à prendre ses responsabilités, car au bout du compte, il est leur capitaine. Et ce rôle est plus important pour lui que tout. Le commandant a l'air vraiment déconcerté et se met à rire, disant que c'est ça, être un vrai chef, et que c'est un tel gâchis. Au lieu de Crawford, il aurait souhaité qu'il ait été son seigneur depuis le début. Jake en a fini de parler et se jette droit sur lui. Il crie, et le commandant prend une seconde avant de se préparer. Il dit à Jake de ne pas lui pardonner. Jake dit qu'il savait que cela arriverait, mais il ne pensait pas que l'écart serait aussi énorme entre deux, et que ce talent est putain d'absurde. Mais ce n'est pas grave. Il leur a ordonné de fuir s'il n'était pas de retour à temps, donc il peut mourir en paix. De plus, il était toujours préparé à finir comme ça, mais il est curieux de savoir si, lui aussi, avec les mêmes opportunités que le commandant, jusqu'où il aurait vraiment pu monter. Alors qu'il commence à sombrer de plus en plus profondément dans le néant, il entend quelqu'un l'appeler, le suppliant de se réveiller. Il ouvre les yeux alors qu'un garçon le regarde, disant « S'il vous plaît, réveillez-vous ». Jake lui demande qui il est. Alors que le garçon lève la main en l'air, il lui flanque une gifle monumentale, disant qu'il veut tellement qu'il se réveille. Jake se tient la joue, se demandant s'il vient vraiment de se faire frapper au visage, mais sérieusement, il ne sait pas qui est ce gamin jusqu'à ce que celui-ci le supplie de se ressaisir. Mais au lieu de l'appeler Jake, il l'appelle par le nom de Lucian. Il dit qu'il a l'impression que quelque chose de terriblement mal s'est produit. Tout d'abord, où est le corps auquel il est habitué? Le sien était balafré et abîmé comme un vieux chiffon, mais celui-ci est jeune, et il est si impeccable qu'il n'y a pas la moindre blessure visible. Mais aussi, il y a ce gamin. Il y a un instant, il lui giflait la joue, mais maintenant il hurle à plein poumon. Il renifle et dit que c'est un tel soulagement. Il pensait vraiment que vous étiez décédé, et son cœur a failli s'arrêter. Si cela s'était produit, évidemment, lui, son serviteur personnel, aurait été exécuté, et mis à part cela, ce serait une immense tragédie pour leur famille. Jake se demande quelles absurdités ce type a débité tout ce temps à propos du jeune maître et du serviteur personnel. Plus important encore, il est définitivement mort en combattant le commandant, de manière si complète qu'il n'aurait pas pu être sauvé, mais comment diable sa tête est-elle encore attachée? Il commence à y réfléchir calmement, et se dit qu'à en juger par la situation, il n'y a qu'une seule conclusion à tirer. Il est entré dans le corps d'un parfait inconnu, et pour couronner le tout, il a une gueule d'enfer. En se regardant dans le miroir, il se dit qu'en le regardant, il peut dire que ce corps appartient à un noble, tant ça se voit. Il doit être le signe d'une maisonnée qui pue l'argent, et il doit trouver plus d'infos sur ce type. Il commence à se souvenir du nom du gamin grâce au souvenir du corps. Il l'appelle Hans, lui disant qu'il a une question. Hans lui dit de la poser. Jake demande alors en quelle année on est. Hans dit qu'il doit être groggy à cause de l'énergie maligne, et que c'est l'année impériale 1946 du 8e mois. Jake se dit que c'est 15 ans avant le jour de sa mort, ce qui signifie qu'il est retourné dans le passé. Il ne sait pas comment c'est arrivé, mais s'il s'étonne de tout, ça ne finira jamais. D'abord, il veut se concentrer sur ce qui doit être fait. Il lui demande alors s'il veut mourir, et Hans lui demande de quoi il parle. Jake demande comment un simple serviteur ose toucher le corps de son maître sans permission. Il demande si les lois de cet endroit ont changé pendant qu'il était inconscient. Hans s'incline et dit qu'il est vraiment désolé. Il était troublé tout à l'heure et a commis une grave impolitesse. Il lui dit que son nom de noble est Lucian Waldeck. Il est le troisième fils de la grande maison Waldeck. Jake est surpris, se disant que si c'est Waldeck, ce doit être la même famille qu'il connaît. C'est un pilier qui a soutenu l'Empire tout au long de sa longue histoire. Un clan historique et prestigieux, positionné comme les plus proches conseillers de l'empereur, jouissant d'un pouvoir comparable à celui de la famille impériale elle-même. En d'autres termes, c'est juste une grande maison. Il connaît assez bien les circonstances de cette famille, car le domaine Waldeck est l'endroit où, il y a 15 ans, il a travaillé comme garde pendant plusieurs années. Mais quand il est mort et a rouvert les yeux, il a cru qu'il était retourné à son ancien travail. Il est le troisième fils de la famille Waldeck. Il rit, disant que c'est absurde. Toute sa vie, on l'a forcé à endurer toutes les humiliations imaginables simplement parce que son statut était si bas, et ce n'est que maintenant qu'on lui offre l'occasion parfaite. Il se souvient alors de son souhait de savoir jusqu'où il aurait pu s'élever, et maintenant, c'est comme si le destin lui-même voulait connaître la réponse, lui demandant de le prouver. Il dit que si c'est le souhait qu'ils attendent, alors il leur offrira le spectacle parfait. Il ouvre la porte et dit qu'il leur montrera jusqu'où il montera et comment il vivra. Puisqu'il va vivre en tant que Lucian, nous l'appellerons ainsi désormais au lieu de Jake. Il dit que c'est assurément un grand-duché. Il a visité toutes sortes d'endroits durant sa vie de mercenaire, mais en termes de splendeur, c'est de loin le plus grand, et c'est un endroit auquel il doit s'habituer le plus vite possible. Il réalise alors que depuis tout à l'heure, tous les serviteurs ici le regardent très bizarrement, et il ne sait pas ce qui se passe. Il demande à Hans si c'est son imagination. Hans lui dit que c'est tout naturel, car il a commencé sa réclusion, et n'a vu personne d'autre que lui, et cela fait déjà 1 an et 2 mois. Il soupire,
lui demandant quelle sorte de bêtise c'est, et se demande à quoi il pensait en restant cloîtré dans un coin de sa chambre comme ça. Et s'il accepte ça, la mentalité d'un noble est difficile à comprendre. Agir à sa guise aurait été impossible ici. Parce qu'en ce lieu, avec des principes et une conviction ferme, réside le géant qui a protégé le grand-duc Sigmund. Et il est impossible que cet homme reste les bras croisés à regarder son propre fils pourrir dans un coin de sa chambre. Dans ce cas, soit Lucian est un enfant si problématique qu'il l'a pratiquement abandonné, soit il y a des circonstances particulières qui ont poussé Sigmund à fermer les yeux. Jusqu'à ce qu'il comprenne ce que ces regards signifient vraiment, il doit éviter de le rencontrer autant que possible. Un majordome lit alors le rapport, déclarant qu'il est vrai qu'il est réveillé, et que voir son visage après une année entière le rend incroyablement heureux. Il demande s'il y a une quelconque gêne dans ses mouvements. Lucian se dit qu'à bien y penser, la famille Waldeck avait aussi ce type. C'est le majordome en chef nommé Edwin. Il est entré dans le manoir comme otage d'une famille ennemie dans son enfance, mais a été reconnu pour ses capacités exceptionnelles et a pris en charge toutes les affaires de la famille. Il est quasiment le bras droit de Sigmund. De toutes les personnes qu'il pouvait croiser, c'est l'une de celles qu'il devrait le plus éviter. Il est impossible qu'il ne remarque pas le changement de comportement de quelqu'un issu des bas-fonds de la société, même s'il ne l'avait pas vu depuis plus d'un an. Comme il ne connaît aucune étiquette noble, le seul fait sur lequel il peut compter est que le majordome en chef ne l'a pas vu depuis plus d'un an. Dans ce cas, il va essayer d'imiter l'humain le plus noble qu'il connaisse. Il commence alors à faire exactement cela. Il remercie Edwin pour son inquiétude, disant que, grâce à lui, il s'est considérablement remis. Profitant de cette occasion, il est sorti pour s'occuper des affaires familiales qu'il avait négligées en étudiant à l'intérieur. Rencontrer le majordome en chef tout de suite signifie que la chance est de son côté, et par hasard, il veut savoir s'il y a eu des incidents dans la famille. Edwin lui dit que la famille va bien comme toujours, mais que c'est un soulagement qu'il soit resté le même. Il rit, disant qu'avec Edwin gardant cet endroit, il n'aurait pu y avoir aucun incident, mais il est content de ne pas être suspect, et lui dit que, comme prévu, il s'est inquiété pour rien, et qu'il va rentrer car être sorti si longtemps le fatigue. Edwin, cependant, lui dit d'attendre un moment car il l'exhorte à retarder son retour car en ce moment, il est convoqué. Il réalise que c'est mauvais, puis plus tard, nous le voyons debout devant son père, le grand-duc Sigmund. Sigmund dit alors qu'il va lui poser la question une fois de plus. Sigmund demande pourquoi il est encore en vie. Lucian le fixe une seconde, puis demande ce qu'il veut dire par là. Sigmund dit qu'il avait l'intention de l'ignorer, lui qui utilisait la mort de sa mère comme excuse, oubliant son devoir et agissant comme un enfant gâté, mais qu'il a finalement dépassé les bornes. Qu'il ne se soit pas contenté de protester en s'enfermant pendant plus d'un an, et qu'il prenne même sa propre vie à la légère, en essayant de se faire du mal. Lucian se demande ce que diable cela peut bien vouloir dire, puis y réfléchit, se disant que la raison pour laquelle Hans faisait tant d'histoires était à cause de cela. Il lui dit qu'il y a eu un malentendu, mais Sigmund lui dit que pour la dernière fois, il doit déballer les pensées qu'il a gardées cachées dans son esprit étroit. Sigmund dit que tout cela n'avait qu'un seul but à l'origine. Utilisant son corps faible et ses propres mains, il s'est fourré des somnifères dans la bouche pour créer un esclandre, et il veut en connaître la raison. Lucian est surpris et dit qu'il se demandait pourquoi il n'avait aucun souvenir du gamin, et maintenant il s'en souvient enfin. Le troisième fils, il y a 15 ans, quand il travaillait comme garde ici, il a fini par mourir, et il se souvient du service funèbre. Il explique que Sigmund a 4 fils sous son aile, et ils ont tous des mères différentes. Pendant les 10 ans où il a travaillé ici, il a croisé les jeunes seigneurs et leurs mères plusieurs fois, mais Lucian ou même sa mère, il n'a aucun souvenir de les avoir rencontrés en personne. Sa mère est morte de maladie très tôt, et Lucian, peu de temps après avoir commencé à travailler pour une raison inconnue, l'a suivi. À l'époque, il a simplement supposé que la mère et le fils étaient maladifs et a laissé tomber, mais il y avait une véritable raison distincte. La mort de sa mère et sa position instable au sein de la famille ont dû être trop lourdes à supporter pour son mental à un si jeune âge. Ce qu'il a finalement choisi, ce sont des somnifères, juste en dessous de la dose létale. Il essayait d'attirer ne serait-ce qu'un peu l'attention du grand-duc. Cependant, pendant cette réclusion qui a duré plus d'un an, il n'a pas réussi à calculer son corps affaibli, incapable de supporter les effets des médicaments, il est mort sur le champ. Maintenant, cependant, il comprend à quel point c'est devenu un casse-tête. Pour un fils qu'il n'a pas vu depuis un an, il pensait que la réprimande était un peu trop dure, mais elle atteint un point où elle semble naturelle. Peu importe qu'il soit Sigmund ou non, il est toujours le père de ce corps, et ses pensées doivent être en ébullition. Cependant, en ce moment, ce n'est pas le moment pour lui de se soucier des sentiments de quelqu'un d'autre. Il est lui-même sur le point de tomber d'une falaise, comme il l'a adroitement dit en dernier. Et c'est un ultimatum final. Il l'entend maintenant, le son des fissures qui se forment dans son avenir doré. Si ici même un seul mot ne satisfait pas son Sigmund, au minimum, il est coincé comme prêtre dans un monastère isolé, disant adieu au monde séculier pour toujours, ou traîné dans un territoire hostile du Nord, souffrant du froid des champs de neige et des bêtes toute sa vie, menant une vie de merde totale.
Mais il refuse cela. C'est une nouvelle vie qu'il a à peine obtenue, même après s'être fait couper la tête. Elle est précieuse, et il sait que l'avenir sera grandiose, et il ne laissera pas les affaires personnelles d'une autre famille le gâcher. Il dit à son père que puisqu'il l'a demandé, il va lui dire. Premièrement, pour avoir sali le nom de la famille par sa bêtise et lui avoir causé une grande inquiétude, il ne peut qu'offrir ses sincères excuses. C'est sa faute, sans aucune excuse possible, et il acceptera n'importe quelle punition qu'il lui infligera. Sigmund dit que cela ne changera rien, mais Lucian dit que, par conséquent, à partir de maintenant, il est sûr qu'il pourra se réjouir à sa guise. Sigmund a l'air vraiment surpris, mais lui dit que ce qui est arrivé est déjà arrivé. Lucian dit qu'il le sait, donc, au lieu d'essayer de sauver le passé qu'il a déjà créé, il vivra avec diligence pour l'avenir et non en tant que grand-duc. Mais en tant que père, il devrait offrir ne serait-ce qu'un mot d'encouragement à un enfant en faute alors qu'il se repent devant son parent. Et que le parent devrait embrasser l'enfant, car c'est le devoir approprié entre père et fils, lié par les lois du ciel. Edwin est surpris, disant qu'il a senti que son atmosphère avait changé, mais que ce soit le même Lucian qu'il connaissait, qui était toujours recroquevillé, il a du mal à le croire. Il y a un long silence gênant après, jusqu'à ce que Sigmund demande enfin comment il ose élever la voix devant lui et lui faire la morale sur ses devoirs de parent, mais il sourit, disant qu'il a vécu assez longtemps pour tout voir. Lucian s'incline et sourit aussi, et est juste content que cette merde ait réellement fonctionné. Il dit qu'au lieu de fuir, foncer droit dedans était la réponse, plutôt qu'un rat qui marche sur des œufs, valorisant l'esprit de son fils qui sait se défendre. C'est ce que Sigmund voulait. Sigmund dit qu'il semble avoir appris à être assez effronté après être revenu d'entre les morts. Mais puisqu'il a lui-même mentionné la diligence, il lui demandera d'abord ce qu'il compte faire à partir de maintenant. Lucian dit qu'il va d'abord réparer son corps brisé, et après cela, se souvenant de l'écart qu'il avait en maîtrise de l'épée lorsqu'il est mort face au commandant, il dit à son père qu'il a l'intention d'apprendre l'épée correctement. Sigmund est simplement surpris, et Lucian dit qu'il doit d'abord s'occuper de son corps, mais que s'il mange et dort assidûment, ça devrait aller. Sigmund ne revient pas, mais décide de l'accepter, disant qu'il a le sens de la formule, mais que ce soit du bluff ou non, il le saura en observant. Il dit à Edwin de lui redonner ça sans être plus précis. Il dit qu'au lieu de quelques mots qui ne résonnent pas, ce sera plus utile. Lucian se demande ce que c'est, et Edwin dit qu'il va s'en occuper pour que ce soit immédiatement disponible. Lucian, cependant, se demande toujours ce que cela signifie. Et plus tard, à l'extérieur de son domaine, on voit des calèches remplies d'objets être livrés dans son salon. Quand il ouvre le coffre, il ne voit que de l'or, et il dit que c'est ça, être un grand noble après tout, et que c'est une très grosse allocation. Et pour seulement un mois, ça vaut vraiment le coup pour lui d'essayer. Il pourrait complètement transformer ce corps faible et créer un élixir du futur. Quelque temps plus tard, dans le jardin, nous voyons Sigmund. Edwin dit que c'est l'endroit que la défunte grande-duchesse chérissait, surtout de son vivant. Sigmund n'était pas venu depuis un moment, il doit donc venir ici à cause du changement de Lucian. Même s'il a perdu sa faveur un instant, puisqu'il est l'enfant de la grande-duchesse qu'il chérissait tant, il est impossible qu'il le laisse tomber si facilement. Sigmund dit alors que c'était vraiment pathétique, car Lucian était toujours occupé à rouler des yeux comme s'il avait peur, et à geindre comme un chien sauvage s'il élevait la voix ne serait-ce qu'un peu. Mais maintenant, son attitude était si différente de la sienne, et il avait considéré que la seule ressemblance était l'apparence de sa mère. Mais pour la première fois aujourd'hui, il lui est venu à l'esprit qu'il avait peut-être eu tort, et il a dû le voir aussi, qu'il le regardait droit dans les yeux, en donnant son opinion. Edwin dit qu'il l'a bien vu, et c'était une apparence plutôt confiante. Et que Lucian a un cœur tendre et est profondément pensif, alors il a probablement hésité un instant par rapport aux autres jeunes maîtres. Mais c'est logique puisqu'après tout, son sang coule dans ses veines. Sigmund dit que cela reste à voir, et que les tâches qui attendent cet enfant à partir de maintenant sont des choses qui ne pourront jamais être résolues avec seulement quelques mots. Edwin lui dit qu'il y a un problème. Il a repris les fonds de soutien qui avaient été arrêtés pour Lucian, mais il a été confirmé que des fuites d'une partie de ces fonds ont eu lieu. Et après enquête, il semble que le deuxième jeune maître, Ioride, soit impliqué. De plus, il a renvoyé la femme de chambre en chef qui assistait le troisième jeune maître et a placé sa propre associée à ce poste, révélant une intention flagrante de le garder sous contrôle. Sigmund dit que c'est un enfant capable, mais le problème est que son envergure est limitée. Il comprend qu'il a de profonds ressentiments envers le troisième à cause d'affaires liées à sa famille maternelle, mais il ne pensait pas qu'il serait aussi persistant. Edwin demande s'il devrait prendre des contre-mesures, mais Sigmund lui dit qu'il ne veut pas intervenir dans cette affaire. Edwin dit que ce serait trop dur pour quelqu'un qui commence tout juste à faire ses premiers pas. Sigmund dit que c'est un tour mesquin qui n'aurait même pas fonctionné s'il avait bien géré son entourage. Et même si c'est le prix que le troisième paie pour ne pas avoir repris ses esprits l'année dernière, ça tombe bien car ils pourront voir comment il s'en sortira cette fois. S'il ne peut pas gérer ça, il n'y aurait aucune raison d'avoir des attentes. Et même si le sang de la famille Waldeck devient la clé, l'ouverture de la porte doit toujours se faire de ses propres mains. Quelques jours plus tard,
les servantes parlent du fait qu'il s'est de nouveau enfermé dans sa chambre, et nous voyons Hans l'air anxieux. Il explique que c'est le 3e jour que les fonds de soutien arrivent, et que Lucian a dit que le soutien a repris parce qu'il a parlé avec son père et que ça s'est bien passé. Mais vu la relation entre les deux, ça n'a pas dû être facile du tout, et il a dû avoir un courage énorme en voyant Lucian trembler. Il dit que maintenant il a l'intention d'aller de l'avant, même s'il doit tourner le dos à la tristesse. Bien sûr, Lucian ne tremble pas de peur, c'est juste que ce mec est un cochon avide. De retour dans sa chambre, on voit qu'elle est remplie d'odeurs provenant d'un tas d'herbes. Il s'essuie la sueur du front et dit que Hans doit être plein de curiosité, mais le voir bien garder la porte comme ordonné signifie qu'il est assez loyal. À commencer par des outils de brassage que le fils d'un grand-duc n'aurait jamais touché de sa vie, et une herbe qui coûte une fortune car elle ne pousse qu'au clair de lune, et dont l'usage courant n'a pas encore été établi. Et même s'il a dilapidé toute son allocation en achetant l'herbe de lune, il n'est pas trop tard pour qu'il continue d'en acheter autant qu'il peut. Et il a peut-être l'air d'un fou maintenant, mais en un an seulement, son prix dépassera 20 fois sa valeur, et il montera en flèche. Et il aura fait un tel profit. Il dit qu'il doit vraiment tirer son chapeau à la guilde des alchimistes pour leur audace. À ce moment-là, son succès devait être incertain, mais ils ont ramassé toutes les herbes de lune de l'Empire entier. Enfin, du moins celles qu'ils ont pu trouver. C'est le pari d'une vie. Mais le destin de la guilde devrait être assuré avec ça. Et grâce à cette audace, ils créeront l'élixir sans précédent qui a fini par secouer l'Empire auparavant. On l'appelle la boisson des dieux, le nectar, et à cause de l'arrogance de mentionner Dieu pour une simple drogue, ils ont même risqué des accusations de blasphème. Mais une fois son efficacité connue, tout le monde s'est mis à le louer comme si de rien n'était. Il sourit, disant qu'il y a une proposition qui n'a jamais été démentie depuis plus de 1000 ans. Le domaine d'un artiste martial est déterminé à sa naissance par cette limite. C'est une loi absolue que personne ne peut défier. Dans la nature, car la constitution ne change jamais. Ce qui a brisé ce bon sens en morceaux, c'est le nectar lui-même. Rien qu'en buvant ceci, cela transformait même ceux qui n'avaient aucun talent en épéistes utiles. Bien sûr, ce qu'il a fabriqué est loin d'atteindre l'efficacité de l'original et n'est rien de plus qu'un type produit en masse. Mais pour remettre sur pied un corps brisé à ce point, il n'y a rien de mieux que ça pour le moment. Il dit que Lucian devrait s'estimer heureux car plus tard, quand une ère chaotique a commencé dans l'Empire, la première chose à brûler fut la guilde des alchimistes, car la recette du nectar qui a ébranlé l'équilibre du pouvoir était trop dangereuse en soi. Grâce à cela, elle a disparu du monde. Cependant, il a réussi à rassembler des indices et à fabriquer quelque chose de similaire. Bien sûr, la plupart des gens qui ont expérimenté comme lui sont morts des effets secondaires, mais assez de bavardage. Alors qu'il commence à boire la potion d'un trait, il dit que c'est très important maintenant. Le résultat de la transformation et de l'appropriation du pouvoir du nectar est gourmand en mana. Selon la manière dont le processus de circulation, de diffusion dans tout le corps et de récupération, fonctionne, la qualité et la puissance qui peuvent être extraites diffèrent considérablement d'une personne à l'autre. Actuellement, il a emprunté le pouvoir du nectar pour élargir de force les voies bloquées dans son corps, mais même si elles sont ouvertes, il ne peut pas comprendre la situation dans laquelle il se trouve. La résistance et la douleur corporelle qui doivent se produire lors de l'acceptation du mana n'existent pas. Au contraire, il se propage sans entrave, comme s'il trouvait sa place légitime. Même le corps d'un nouveau-né a généralement des impuretés qui bloquent la circulation. Il réalisa que depuis le début, le corps de Lucian n'avait pas tant de problèmes que ça, et que c'était en fait le corps d'un génie. Il pensait être un petit poisson dans l'océan, mais il est bien plus proche d'une baleine. Quelque temps plus tard, alors que le soleil commence à se coucher, Hans regarde par la fenêtre puis se met à faire les 100 pas dans le couloir. Il entend le bruit de la porte qui s'ouvre, et Lucian demande si quelque chose s'est passé pendant qu'il était occupé. Hans accourt en pleurant, disant qu'il n'a aucune idée depuis combien de temps il est là-dedans. Il n'a même pas répondu quand il l'a appelé. Et parce qu'il lui avait dit de ne pas entrer quoi qu'il arrive, il craignait que quelque chose ait mal tourné. Il a l'air un peu surpris, disant qu'il était si inquiet. Alors qu'il voit que Lucian a l'air complètement différent, Lucian le regarde de haut, et Hans commence à se demander ce qui s'est passé. Il dit que c'est définitivement lui, mais ça ne lui ressemble pas non plus en même temps. Lucian soupire, disant que c'est bien à Hans de le remarquer. Comme il observait Lucian de plus près que quiconque, il a dû sentir que quelque chose avait changé. Son corps physique a besoin de temps et d'une bonne nutrition, donc il n'y a pas de changement majeur. Mais ce qui compte, c'est l'intérieur. Il change à une vitesse incroyable, et la constitution innée de Lucian l'a rendu possible. Et il en est certain maintenant que son potentiel est du même calibre que les légendes qui ont changé le monde dans le futur qu'il connaît. S'il joue bien ses cartes, il peut facilement surpasser son apogée de l'époque des mercenaires en seulement un an. Il dit à Hans qu'il lui doit cette opportunité. Hans demande ce qu'il veut dire, et Lucian répond que les récompenses et les punitions doivent toujours être claires, et qu'il ne le dira qu'une seule fois. Il doit rassembler tout ce qu'il a, et même vendre son sous-vêtement s'il en a deux, et tout miser car il lui garantit une ascension fulgurante, car ils peuvent atteindre les cieux ensemble. Hans commence à grimacer, et Lucian dit qu'il est si jaloux de Hans,
car à son époque, il n'y avait pas de nobles comme ça. Hans se demande juste ce qui ne va pas chez eux. Une semaine plus tard, dans la forêt de leur domaine, on les voit s'y promener. Lucian est très nonchalant et siffle même, disant que c'est si rafraîchissant car il ne pensait pas que la vie serait aussi facile. Les festins sont servis comme sur des roulettes. Sa chambre est nettoyée sans qu'il ait à lever le petit doigt, et on lui prépare même sa literie. Son habitude de mourir de faim faisait partie de sa routine quotidienne. Maintenant, il n'a plus jamais faim. Grâce à cela, non seulement il a pu se concentrer pleinement sur sa guérison, mais il a aussi pu s'occuper de la seule chose qui lui pesait. À ce moment-là, l'existence de Jake, qui était un garde pour la famille. Il a confirmé auprès des capitaines que personne correspondant à cette description n'a jamais répondu, et le service qu'il faisait à l'époque était occupé par un parfait inconnu. Mais c'est pour le mieux. Il n'y a aucun avantage à le rencontrer, et ce ne serait qu'une distraction. Mais il n'a pas non plus la confiance nécessaire pour affronter son ancien lui, car il mourrait de honte. Je me demande si lui et le vrai Lucian ont échangé leur corps. Mais quoi qu'il en soit, Hans le voit tiquer et l'interpelle. Quand il se retourne, il demande s'il pense vraiment y entrer. Il a dit qu'il ne mettrait même pas les pieds près du terrain d'entraînement parce qu'il détestait ça. Lucian demande s'il a vraiment fait ça, et Hans répond qu'il le faisait tout le temps. Depuis que le deuxième jeune maître lui a mené la vie dure pendant l'entraînement, il a dit qu'il ne reviendrait jamais. Lucian dit qu'à en juger par sa réaction, il a une vague idée de la situation. L'escrime est une compétence requise pour les enfants d'un grand-duc, ça a donc dû être l'occasion parfaite pour le deuxième jeune maître, sous couvert d'entraînement, d'instiller la peur chez le jeune Lucian. C'était le moyen idéal de s'assurer qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans la salle d'entraînement. Et il dit à Hans de ne pas s'en faire, car tout ça, c'est du passé. Hans, cependant, ne le croit pas au début, mais Lucian lui dit qu'il doit juste faire confiance à ses paroles et le suivre. Ils entrent dans la salle d'entraînement. On voit des gens discuter à l'intérieur. L'un d'eux demande si c'est vraiment vrai que le troisième jeune maître est venu ici de son plein gré. L'autre dit qu'il en est certain, et qu'il est en train de regarder la salle d'entraînement avec son serviteur personnel. Le type se demande à quoi diable il pense en mettant les pieds ici, car il est impossible qu'il ait oublié ce qui s'est passé ce jour-là, mais c'est peut-être mieux ainsi. Et il dit qu'il devrait aller lui rapporter ça tout de suite, et qu'il s'assurera de le cuisiner à point d'ici son arrivée. Lucian, cependant, dit qu'il avait de grands espoirs, mais que cela dépasse toutes ses attentes. Non seulement il y a un large stock d'armes, donc il n'a jamais à s'inquiéter de la casse, mais aussi un espace immense qui ne restreint même pas les mouvements les plus intenses. Penser qu'un seul individu possède une installation comme celle-ci, c'est fou. S'il avait eu un endroit comme celui-ci pour s'entraîner avec son groupe de mercenaires, peut-être que plus de ces gars auraient survécu. Le moustachu de tout à l'heure dit qu'il n'avait pas la berlue, après tout. Penser que le troisième jeune maître est vraiment venu ici, il n'en croyait pas ses yeux. Il se souvient très bien de la façon dont il a couru la dernière fois lors de sa leçon avec Yorid. C'était comme un agneau poursuivi par un loup. Et c'est sans doute pour ça qu'il semble encore terrifié par cet endroit. Vu qu'il a traîné un serviteur dans la salle sacrée des guerriers, il semble qu'il ait toujours perdu la tête. Le type se présente comme Hendrik, disant qu'il offre ses humbles salutations. Il y a un an, il l'a personnellement instruit sur sa posture aux côtés du deuxième jeune maître, lui demandant s'il s'en souvient, car ce fut un moment vraiment agréable pour lui. Lucian sourit et dit que ça va être amusant parce qu'il a trouvé son premier punching ball. Lucian explique qu'un chevalier est l'incarnation de l'honneur et de la loyauté. Généralement né de sang noble, il est d'usage qu'ils maîtrisent à la fois les arts martiaux et l'étiquette dès leur plus jeune âge. Ce n'est que lorsqu'ils ont prouvé leur valeur sur le champ de bataille ou par des missions et que leurs exploits sont reconnus qu'ils reçoivent enfin le titre de chevalier de leur suzerain et réalisent la plénitude de leur existence. Au final, cependant, cela signifie qu'ils ne sont pas différents de chiens de chasse portant des colliers coûteux. Et c'est pourquoi ils sont obligés de faire preuve de courtoisie envers le suzerain qui leur fournit richesse et honneur, ainsi qu'à sa lignée. Mais regardez l'attitude arrogante de ce type. Le faible statut de Lucian au sein de la famille a dû jouer un rôle, mais le fait qu'il compte sur son protecteur pour agir est le facteur le plus important ici. Si ça ne tenait qu'à lui, il aurait commencé par reforger son esprit en utilisant des méthodes d'entraînement intenses, comme l'attacher à une roue et lui lancer des couteaux. Mais son père ne resterait pas les bras croisés à regarder une telle chose. Quoi qu'il en soit, un chevalier est une force militaire essentielle et un atout vital pour la famille. Une punition sans procédure formelle ne fera que créer des frictions inutiles. Ce n'est pas encore le moment, et il dit qu'il semble stupide d'éviter la salle d'entraînement simplement à cause de ce qui s'est passé. Il a l'intention de passer souvent à partir de maintenant, car il veut apprendre les formes d'épée. Et comme l'a dit Hendrik, une année s'est écoulée, donc il devrait être occupé à rattraper son retard. Hendrik a demandé s'il mentionnait vraiment les formes d'épée, disant qu'il est doué pour la plaisanterie. Mais il est bien trop tard, et pourtant il souhaite les apprendre maintenant. Lucian a demandé ce qu'il voulait dire, et Hendrik dit qu'il semble ne pas être au courant, alors il va l'informer. Si vous avez plus de 15 ans, vous pouvez considérer que c'est fini. Les formes d'épée sont les techniques secrètes et l'héritage créé par leurs ancêtres.
Le simple fait d'imiter les mouvements apporte une grande illumination, cela fait évoluer le corps physique car elles sont l'essence de la sagesse ancienne. Cependant, cela n'a de sens que si le chemin du mana est ouvert. Et comme il commence à se fermer à 16 ans, ce ne serait rien de plus ou de moins qu'un effort physique pour lui. Les formes d'épée sans illumination ne sont qu'une coquille vide et rien de plus qu'une danse. Mais à bien y penser, cela lui irait probablement bien. Et il devrait en profiter pour devenir le danseur numéro 1 de l'Empire. De cette façon, il gagne du temps et trouve sa véritable vocation en même temps. Et sinon, il pourrait simplement passer son temps à jardiner. Chacun a un rôle qui lui convient le mieux après tout. Hendrik se sent suffisant, disant qu'il est incapable de répondre un seul mot. Premièrement, le fait que le chemin du mana se ferme à 16 ans est un mensonge. C'est une absurdité qui serait exposée avec un peu de recherche, mais peu importe. Il peut simplement feindre l'ignorance plus tard pour arranger les choses, et l'objectif a déjà été atteint. Un imbécile écrasé par sa propre ignorance, incapable de prononcer la moindre réfutation, n'est pas plus grand qu'un ver. Alors qu'il se fait moquer par un serviteur, il ne bouge pas. En affichant cette nature pathétique, c'est la même chose qu'il y a un an. Lucian commence à jouer le jeu, disant que pour une raison quelconque, cela semble un peu différent de ce qu'il sait. Le chemin du mana se ferme vers l'âge de 25 ans, pas 16. Donc il comprend qu'il n'y a aucun problème à l'apprendre maintenant. Hendrik demande s'il est sûr de ses paroles, et Lucian dit qu'il semble se tromper, demandant si son frère partage également cet avis. Il dit, bien sûr, c'est du bon sens évident. Mais maintenant il dit que ça met fin à tout. Puisqu'il a mentionné son frère, il ne pensera même pas à le réfuter. Il dit que si c'est le cas, et que son frère a vraiment dit ça, il semble que la famille soit condamnée. Il attrape Hans par la tête, disant qu'il doit le penser aussi. Hans demande pourquoi on l'entraîne là-dedans, et Lucian dit que de penser qu'il est confus sur un bon sens que même un chien des rues connaît. À son âge, ça n'a aucun sens, et il se demande combien de talents ont été privés d'opportunités à cause de cette connaissance de merde. Penser que son propre frère était le propriétaire d'un cerveau aussi vide et lisse est fou. Hendrik demande ce qu'il pense être en train de dire, et Lucian lui dit de ne pas l'arrêter. Si ce que le chevalier dit est vrai, alors c'est une honte pour la famille et une crise évidente. Mais il n'essaie sûrement pas de le tromper, lui, le fils de son suzerain. Hendrik est maintenant incapable de dire quoi que ce soit pendant un moment avant de finalement demander ce qu'il veut dire par essayer de le tromper. Lucian lui dit d'oublier ce qu'il a dit, qu'il a simplement fait un lapsus parce qu'il n'arrivait pas à croire la situation. Il est impossible qu'un chevalier de la famille Waldeck fasse quelque chose d'aussi mesquin. Hendrik prend un peu peur, disant, bien sûr que non, et Lucian dit qu'il le savait. Dans ce cas, c'est une affaire qu'ils ne peuvent absolument pas ignorer cependant. Il sourit, disant qu'il va lui apprendre ce qui se passe quand on ouvre sa bouche quand on ne devrait pas. Il demande à Hendrik s'il ne comprend toujours pas à quel point cette affaire est sérieuse. Hendrik demande ce qu'il veut dire, et Lucian répond que s'il avait simplement l'intention de l'humilier, il allait laisser passer. Mais le fait que lui et tout le monde ne le voient pas d'un bon œil est dû à ses propres fautes, pour avoir oublié son devoir et perdu son temps en vain. Alors comment pourrait-il les réprimander pour ça? Cependant, mis à part cela, si lui, un chevalier, et son frère, le pilier du Grand-Duché, empêchent le recrutement de talents avec des connaissances erronées, il ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Cela créerait des failles dans la puissance militaire des chevaliers, et à proprement parler, cela deviendrait un grave danger pour la sécurité des habitants du territoire. En tant que porteur du nom Waldeck, il est tout à fait normal qu'il soit indigné. Il se dit qu'il maîtrise la situation, et dit à Hendrik qu'il doit maintenant comprendre la gravité du problème, et qu'il ferait mieux de se préparer car il va en informer son père et demander des mesures disciplinaires internes. Hendrik dit que c'est impossible. Avant, il tremblait rien qu'en entendant le nom de son frère. Alors pourquoi en fait-il toute une histoire? Il réalise alors qu'il a fait une erreur. Il a toujours pensé qu'il était fragile comme un agneau, mais il est bien plus proche du loup. Quelqu'un entre alors dans la salle d'entraînement, demandant pourquoi il y a tant d'agitation. Hendrik se retourne et dit que ce n'est autre que Yorid, et Lucian se dit que c'est le moment parfait pour qu'il apparaisse. Et Yorid demande à son frère ce qu'il fait ici. Hendrik est simplement soulagé de voir Jorad accourir, disant qu'il peut tout expliquer. Il dit que la vérité est, mais Jorad l'interrompt, en disant que ça suffit. Il n'a pas besoin de l'expliquer. Il a vu son comportement honteux de ses propres yeux. Se laisser influencer par un enfant qui a à peine la moitié de son âge est décevant. Il lui dit de corriger aussi son expression, à moins qu'il n'ait l'intention de le mettre dans une position encore plus difficile. Il continue de marcher vers Lucian, et Hans demande ce qu'il doit faire, car Jorad semble vraiment en colère. Lucian dit que ça se voit sur son visage. C'est un vrai noble parmi les nobles, célèbre pour avoir une personnalité de merde, même à l'époque où il servait comme garde. Il le savait, et comme son influence était plus faible que celle de l'aîné, il a fait venir de nombreux étrangers, mais la plupart d'entre eux ont mal fini. Car une fois qu'il les jugeait inutiles, il les accusait de crimes et s'en débarrassait. Lucian le salue, disant que ça fait vraiment longtemps, et lui demande s'il va bien. Yorid le traite d'imbécile. Lucian demande ce qu'il veut dire par là.
Jorah dit qu'il a tout vu ce qui s'est passé entre lui et Hendrik, et qu'il a osé agir d'une manière qui ternit la dignité de la famille Waldeck. Il lui dit d'être plus clair, ou s'il veut dire qu'il a terni sa dignité. Yorid dit que ça fait si longtemps que Hendrik n'a pas étudié la théorie qu'il y a eu un malentendu. Utiliser son nom pour semer une confusion inutile était une erreur évidente, et il ne le laissera pas se soustraire à cette responsabilité. Cependant, il n'a pas l'intention de le réprimander pour cet incident, car contrairement à lui, il connaît très bien le poids de sa loyauté et tout le sang qu'il a versé pour la famille Waldeck. De plus, quelqu'un comme lui, qui s'est enfui incapable de supporter ne serait-ce que l'entraînement de base, n'a aucun droit de le blâmer, car il doit apprendre le respect envers leurs chevaliers, car c'est grâce à eux que Waldeck peut exister. Il s'excuse auprès de tout le monde au nom de son frère, disant que c'était l'erreur d'un enfant immature. Alors il espère qu'ils pourront lui montrer de l'indulgence, et il s'occupera personnellement de son stupide petit frère. Lucian se dit que c'est donc comme ça qu'il veut jouer, et que son cerveau fonctionne assez vite. C'était en fait lui qui l'avait insulté, mais il a habilement transformé cela en une dispute contre les chevaliers et a même sauvé la face au passage. Il dit qu'il lui accorde au moins ça, et qu'il n'en attendait pas moins de son frère. Mais il y a eu un malentendu entre Hendrik et lui-même, et il aurait dû le gronder à juste titre pour avoir osé l'insulter. Mais au lieu de faire cela, il lui a accordé de si précieux enseignements. Et quant à lui qui disait que sa tête était vide, c'est une chose qu'il a honte d'avoir dite, et il n'aurait jamais dû prononcer de tels mots embarrassants. Jorah est en train de s'énerver, et Lucian continue, en disant qu'une fois de plus il a appris de la bienveillance de son frère. Il dit à Hans qu'ils doivent immédiatement consigner les enseignements de son frère, et qu'ils doivent utiliser la plus belle soie. Lucian se dit qu'il doit profiter de cette occasion pour effacer son image de faiblesse et graver dans l'esprit de tous que le jeune maître du passé qu'ils connaissent n'existe plus. Il s'approche de Yorid, disant qu'il aimerait prendre congé maintenant, et lui demande s'il en a la permission. Après tout, faire traîner les choses ne leur sera d'aucune utilité. Yorid dit qu'il n'a vraiment peur de rien, lui demandant s'il pense pouvoir partir comme ça. Lucian lui demande s'il a oublié. Père le surveille de près ces derniers temps. Il n'a rien à perdre, mais lui, en revanche, a tout à perdre. Il prendra cela comme un accord de sa part, et il part maintenant. Il chuchote alors à Hans, lui disant qu'ils doivent déguerpir. Hendrik regarde la scène avec anxiété, demandant s'il est acceptable de le laisser partir ainsi, et il peut sentir que Jorah est furieux car il dégage une intention meurtrière. À l'extérieur de la salle d'entraînement sur le chemin du retour, Hans regarde anxieusement derrière lui, demandant s'ils iront bien, car il connaît la personnalité de Yor mieux que quiconque. Il ne laissera pas passer ça, et même s'ils ont eu de la chance cette fois, il est sûr que ce chevalier effrayant à moustache le fera disparaître sans laisser de traces. Lucian dit qu'il a compris, lui disant de se calmer, et que seuls ceux qui l'ont vécu connaissent ce sentiment. Quand un supérieur incompétent fout le bordel et fait l'ignorant, on se sent juste comme une merde. Mais il ne laissera pas cela se produire, alors il dit à Hans de se relever. Un simple chevalier n'oserait pas commettre un tel acte, et il ne le permettra pas non plus. Il a déjà beaucoup souffert à cause de lui. Et quand le maître agit comme un idiot, ce sont les subordonnés qui souffrent le plus. Surtout que c'est son serviteur personnel, ça a dû être encore pire. Mais il lui promet une chose. À partir de maintenant, il ne laissera pas ces gens être ignorés ou trembler de peur à cause de ses actions insensées, et ils devront faire de leur mieux ensemble. Quelque temps plus tard, de retour au domaine, Lucian se dit qu'après l'incide de la salle d'entraînement, il se demandait pourquoi les choses étaient si calmes. Le Yorid qu'il connaît n'est pas du genre à rester les bras croisés et à encaisser une défaite. Alors qu'on le voit froisser un morceau de papier, il se dit que c'est le coup qu'il préparait, et qu'il attendait ce jour. Hans dit qu'ils ne peuvent pas laisser passer ça. Lucian demande s'il est prêt, et Hans répond, bien sûr. Lucian demande alors comment il ose toucher à son allocation, et Hans dit que cette merde était son salaire. Tout a commencé avec le plan budgétaire qu'il a reçu aujourd'hui. Le jour où il était censé acheter de l'herbe de lune supplémentaire et faire le plein de fournitures nécessaires. C'était le jour où son compte devait être réapprovisionné, ou du moins c'est ainsi que ça aurait dû se passer. Mais quand il a ouvert la lettre, son sourire s'est transformé en confusion, et il a laissé tomber le papier sous le choc en voyant que son allocation et le salaire de Hans avaient été décimés. Il n'arrive pas à croire que ce salaud ait mis la main sur son allocation par l'intermédiaire de la servante en chef qu'il a placée dans son annexe. Cependant, le détournement de fonds est un crime passible d'une exécution sévère, même dans la société noble. La raison pour laquelle il a pu réussir un tel coup est qu'il y avait une faille dans ses défenses. Après le décès de sa mère, il a confié la gestion du budget à quelqu'un d'autre. L'ancienne servante en chef, Dana, qui était restée à ses côtés pendant longtemps. Mais à la place, son frère a mis cette nouvelle servante en chef qui fait manifestement partie de sa faction. Elle dit que c'est la première fois qu'elle le salue en personne comme ça, et que c'est un plaisir de le voir. Elle se présente comme étant Jenny, la nouvelle servante en chef qui a été nommée pour remplacer mademoiselle Dana. Elle voulait le saluer à son arrivée, mais à l'époque il ne sortait pas de sa chambre, et elle suppose que cette longue période d'isolement doit enfin être terminée. Hans lui demande sur quel ton elle s'adresse au jeune maître,
et Lucian lui dit de se calmer car elle n'a pas tort. Mais ils vont sauter les banalités aujourd'hui car ils ont des sujets plus importants à discuter. Il lui demande directement si c'est elle qui a rédigé ce plan budgétaire. Elle rit, en disant qu'elle se demandait pourquoi on l'avait appelée ici, et oui, c'est elle qui l'a écrit. Puisque le jeune maître avait donné pleine autorité à l'ancienne servante en chef, elle n'a fait que remplir ses fonctions. Mais elle doit dire qu'elle est perplexe d'être interrogée de la sorte alors qu'elle a travaillé si diligemment. C'était à l'origine un travail qu'il aurait dû faire lui-même. Il se dit qu'il savait qu'elle utiliserait cela comme excuse, car il est clair que c'est sa négligence qui a mené à cette situation. Il dit qu'il n'y pouvait rien. Cependant, mis à part cela, quelque chose ne colle pas. Il a confirmé que la majorité des fonds que son père a réalloués étaient destinés à augmenter les salaires des serviteurs, et comme ils ont tous souffert de sa négligence, on pourrait considérer cela comme une compensation. Cependant, pourquoi le salaire de Hans a-t-il été réduit au lieu d'être augmenté? Et que c'est trop flagrant. Elle sourit, disant que ça doit être une erreur, et qu'il sait ce que c'est que de gérer une maisonnée. Il y a tant de choses dont il faut s'occuper, et tout le monde ici peut témoigner de son surmenage. De toute évidence, ils ont peur d'elle, et elle leur demande s'ils peuvent la soutenir. Par peur, ils acceptent, et disent qu'ils l'assisteront encore mieux à partir de maintenant. Lucian soupire, lui disant qu'il devrait juste rentrer. Hans demande pourquoi, et il répond que le corps est à lui, mais que les mains et les pieds écoutent quelqu'un d'autre. Il s'arrête juste devant la porte, disant à Jenny qu'il a une dernière question, et qu'il veut qu'elle réponde prudemment. Lui demandant si elle sait qui est le maître qu'elle est censée suivre. Elle répond qu'à ce sujet, elle ira demander à Yorid. Lucian dit que le tissu qui s'infecte doit être retiré pour que le corps vive, et qu'en ce moment son cœur est en train de pourrir. Il se dirige vers une auberge, et Hans dit qu'il pensait qu'il allait à la pêche pour se calmer l'esprit, mais l'endroit où il se trouve est connu pour ses combats illégaux. Alors qu'on voit cela se produire, Lucian lui demande s'il le sent. C'est l'endroit parfait pour attraper un gros poisson. Il s'approche du tavernier, qui lui dit que ce n'est pas un endroit où les enfants comme lui doivent fureter et de déguerpir tant qu'il est encore gentil. Lucian pose le sac d'argent sur la table, demandant pourquoi une salle de jeu est si difficile, et si par hasard il ne veut pas de nouveaux clients.